Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le ministre de l'Agriculture a fait une communication sur la campagne agricole 2024-2025. Les inondations ont causé d'énormes pertes. Ankabara ou encore l'énergie solaire pour booster l'activité agricole, un projet d'Ecotech Mali lancé ce jeudi matin. À Gao, des feux de brousse font des ravages depuis quelques jours. Plusieurs communes sont touchées. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations. Lors du Conseil des ministres du 6 novembre, le ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kelema, a fait le point de la campagne agricole en cours, examinant les pertes causées par les inondations. Paul Yapinguesson. Le Conseil des ministres du 6 novembre fut l'occasion pour le ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kelema, de dresser un état des lieux de la campagne agricole 2024-2025, ainsi que des efforts entrepris pour soutenir les producteurs affectés par les inondations. Pour le coordinateur régional d'Agrivision Sahel, malgré les aléas du changement climatique, la campagne s'annonce prometteuse. Oui, il y a les changements climatiques, oui, il y a eu des inondations, oui, il y a eu assez de pluie, mais tout ça, c'est aussi bon pour certaines productions et non pour d'autres. Et voilà pourquoi nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette campagne. Le gouvernement a ainsi distribué des vivres aux populations sinistrées et élabore actuellement un plan de relance destiné aux agriculteurs en difficulté. Pour Oudi Bengali, il urge de pousser la réflexion afin de changer la tendance pour la campagne agricole à venir. Nous devons davantage s'informer, nous devons davantage se former, nous devons davantage faire face à ces changements climatiques qui est d'être résilient. Ça veut dire quoi? Il faut que nous-mêmes, on puisse s'auto-sensibiliser, nous-mêmes, on puisse croire, parce que tout ce qui se passe, c'est une réalité. Donc, comment nous puissions profiter de cela? Comment nous puissions être l'acteur, notre propre acteur, vraiment, à aller vers, et aussi à relever ces défis, qui est ces défis des changements climatiques. Près de 46 000 hectares de champs de maïs et de coton détruits par les inondations à Bougouni, Sikasso et à Koutiala. À Badiangara, ce sont plus de 3 000 hectares qui ont été engloutis par les eaux. Vous avez constaté ça partout ailleurs dans le pays. D'une manière à une autre, les localités ont été touchées par des inondations. Badiangara n'était pas à la marge de ces drames. Nous avons enregistré à peu près 3646 hectares inondés. En plus des inondations, l'insécurité a négativement impacté la campagne agricole. Vous savez que nous sommes une région qui naturellement est déficitaire, quelle qu'en soit la campagne, nous sommes déficitaires dans la région. Sinon, nous avons enregistré des pluies régulières dans le temps et dans l'espace. Malgré cette inondation, on pense même que c'est des parcelles qui sont insignifiantes parmi d'autres facteurs tels que l'insécurité. L'insécurité a touché plus de 29 396 hectares. Donc vous voyez déjà que l'inondation n'a rien à voir avec les parcelles abandonnées par la population à cause de l'insécurité. Et encore, nous avons enregistré quelques sauteriaux dans le cercle de Koro où les pertes avoisinent à 10 000 hectares aussi. Et encore à Bankas où il y a les oiseaux et granivoires. Par ailleurs, le ministre Kelema a présenté les résultats préliminaires du recensement général agricole lancé le 15 juillet 2024. Ces premières données disponibles au 4 novembre mettent en lumière la situation actuelle de l'agriculture nationale. Contribuer à l'autosuffisance alimentaire tout en réduisant les coûts énergétiques et l'impact environnemental, c'est la vision d'Ecotech Mali à travers son projet Ankabara qui vise à converger vers l'irrigation solaire agricole. Ce jeudi 7 novembre à Samanko, ce projet a été lancé. Soumaïla Fani. Au Mali, l'agriculture est restée encore peu développée parce qu'elle repose sur des pratiques traditionnelles. C'est pour inverser cette tendance qu'Ecotech a initié à Samako une zone de maraîchage par excellence située à environ 15 km de Bamako, le projet Ankabara avec l'appui de l'OIT pour contribuer à la sécurité alimentaire dans le pays. Elle s'appuie sur des énergies renouvelables qui sont en constante évolution pour améliorer les systèmes d'irrigation. Le Mali a un potentiel en eau et en soleil. Dans ce cas, pourquoi encore ne pas l'exploiter? Dans ce cas, avec l'introduction de technologies durables telles que les pompes solaires et les systèmes d'irrigation adaptés,
tels que les systèmes goutte à goutte, ça ne fait que renforcer la capacité des paysans et rendre le Mali autosuffisant. Perçues comme une technologie verte, les pompes solaires émergent comme de véritables alliés pour les agriculteurs maraîchers. Machine on mesansi kala do be am gazol kula odo o munu be ne ko mesansi kula pour que asika fulklen son clé konore ado lebe waklen do essentiel la wonsanno ala barkala machine kura mi kana sanno surtout ambe o kum kona sanu e ko taki utay a machine kura o le marché ni clé bel ba don clé du ala ka fende o kum kon la o ne bi ka baraka no musaka bobe no ko ay bolo doni. Bon, l'avantage est que bon, on serait moins fatigant et puis les rendements ne sont pas à comparer quoi. Donc le système moderne, bon, si c'est pas question de fonds, tout le monde serait intéressé par ça. Grâce à l'énergie inépuisable du soleil, ces dispositifs fonctionnent de manière optimale et permettent d'irriguer les cultures de manière économique et écologique. Le pompe d'irrigation solaire, d'abord la pompe GVT 5HV qui arrive à faire un débit de 3 mètres cubes d'eau par heure avec une profondeur de 47 mètres de profondeur. Maintenant la grosse, elle fait 33 mètres cubes d'eau par heure. C'est une pompe qui fait 10 fois celui de la petite. Pour de nombreux paysans, malgré le coût d'investissement de départ pour l'installation des kits, ces pompes solaires aident à arroser abondamment les périmètres afin de produire des aliments nutritifs. En bref, la phase de liquidation de l'aménagement, initialement prévue pour une période de 18 mois, devrait prendre fin le 31 décembre 2024. Cependant, elle s'achèvera plus tôt que prévu selon le Conseil des ministres qui communique le 15 novembre prochain. Cette phase de liquidation prendra donc fin avec la rétrocession du camp de Bamako et le rapatriement de l'ensemble du personnel international civil, des contingents et des équipements. À Gao, dans certaines communes, les populations font face à des feux de brousse depuis quelques jours, une situation assez redondante depuis des années selon des sources. Assetoumani Koulibaly. Des feux de brousse qui ne sont pas sans conséquences pour les habitants des communes concernées. Selon des sources contactées, aucune cause officielle n'a été donnée en ce moment par les autorités locales. Cependant, d'autres pensent qu'elle pourrait être liée au comportement comme les mégots de cigarettes jetés dans les broussailles ou la culture sur brûlure. Ceux qui fument, les fumeurs, ceux qui fument de la cigarette, c'est-à-dire qu'ils jettent vraiment les mégots de cigarettes, c'est-à-dire en cours vraiment de leur voyage. Donc ça veut dire vraiment, aujourd'hui on a des herbes sèches et que vraiment les feux vraiment peuvent facilement s'enflammer. Et ensuite, la troisième raison, c'est qu'il y a aussi les hommes armés aussi qui tuent vraiment dans les désordres de les hasards. Donc ça veut dire que vraiment ça peut facilement créer vraiment des incendies. Il y a aussi les bergers, comme je vous l'ai dit aussi, qui aussi peuvent vraiment créer dans un lieu, manger et ensuite vraiment partir et laisser vraiment le feu sans avoir vraiment l'éteindre. Donc tout ça là fait partie vraiment de causes. Le fait est qu'en période de sécheresse, il suffit d'une braise pour que le feu devienne incontrôlable. Parfois aussi, c'est une braise mal éteinte qui s'active sous l'effet du vent. Ces feux ne sont pas sans conséquences. Ils ravagent des pâturages et sont susceptibles de décimer plusieurs animaux d'élevage. Oui, les conséquences, c'est que nous sommes dans une zone, c'est le septentrion du Nord, c'est le sel. Et puis les animaux, on sait que l'économie de ces régions du Nord est basée sur l'agriculture, l'élevage, mais surtout, les conséquences sont nombreuses. Les conséquences sont nombreuses et sur les populations, les villageois qui sont dans la zone, et sur l'élevage, sur l'économie locale en général, mais surtout sur la situation même, parce qu'il y a aussi des, n'est-ce pas, qui vivent dans la zone, n'est-ce pas, là, qui vivent dans la forêt. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas des herbes, il n'y a pas un endroit où ils se cachent, ils sont en train de se rabattre sur la ville, n'est-ce pas, aujourd'hui. Pour la plupart de nos sources, il est plus que crucial de sensibiliser les populations à plus de vigilance dans le but de prévenir les incidents de ces feux. Des spécialistes soulignent que ces feux de brousse doivent être évités. Ils présentent, selon eux, des dangers énormes pour la vitalité du sol et contribuent à la destruction de la couche d'ozone.
Et les inondations catastrophiques en Afrique de l'Ouest et du Centre ont touché cette année plus de 7 millions de personnes. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 14 millions de personnes ont été déplacées de force, soit le double du nombre signalé en 2019. Ces crises qui se chevauchent soulignent le besoin urgent d'une meilleure résilience climatique et d'une aide humanitaire pour protéger les personnes les plus vulnérables, d'après les experts onusiens. L'Amérique à l'aube d'une nouvelle ère Trump. Les États-Unis et le monde entier se retrouvent mercredi devant un paysage politique radicalement transformé après la victoire de Donald Trump qui a battu Kamala Harris lors d'un spectaculaire comeback à la Maison-Blanche. Djeneba Samaki. Le retour fracassant du républicain Donald Trump est d'autant plus extraordinaire que sa troisième campagne, qui a été marquée par 2 tentatives d'assassinat, 4 inculpations, une condamnation au pénal, une rhétorique incendiaire et alors que d'anciens conseillers l'ont taxé de fasciste. Un retour qui a suscité mercredi l'inquiétude dans plusieurs pays comme en Iran, où les souvenirs de pression maximale et des sanctions lors de son premier mandat continuent à peser sur le quotidien des Iraniens. L'Iran et les États-Unis, autrefois des proches alliés, sont à couteau tiré depuis la révolution islamique de 1979, qui a renversé la dynastie Pahlavi soutenue par Washington. L'année suivante, les 2 pays rompaient leurs relations diplomatiques après un assaut mené en 1979 par des manifestants contre l'ambassade et la prise d'otages de plusieurs dizaines de diplomates américains. Leurs relations n'ont jamais été rétablies et l'Iran considère depuis les États-Unis comme son principal ennemi. La victoire de Donald Trump inquiète également l'Europe, mais réjouit le Kremlin. Depuis des années, le 47e président américain ne cache pas son hostilité pour l'alliance transatlantique et son admiration pour son homologue russe. Cette élection désormais acquise aura en effet de lourdes conséquences pour les Européens. Depuis des années, même lorsqu'il était président, les candidats républicains mettaient la pression sur les pays européens membres de l'OTAN. Ils les accusaient de ne pas assez investir dans la défense. Trump a même fait de l'OTAN un argument de campagne quant à leur ingérence dans des conflits. Par ailleurs, mercredi matin, dès les premiers signes de la victoire de Donald Trump, les chefs de l'OTAN et le président ukrainien ont été parmi les premiers à adresser des félicitations à l'alors futur 47e président américain, espérant que son élection aiderait l'Ukraine à obtenir une paix juste. Basim Naïm, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé de son côté à l'AFP que le soutien aveugle des États-Unis à Israël devait prendre fin après plus d'1 an de guerre entre l'armée israélienne et les mouvements islamistes palestiniens dans la bande de Gaza. Les regards sont maintenant tournés vers les États-Unis, notamment vers Donald Trump, qui avait indiqué lors de sa campagne électorale mettre fin à cette guerre en 24 heures après son élection. À la une du journal du Mali, le système judiciaire, la transformation enclenchée. En effet, le Conseil national de transition a adopté le 31 octobre 2024 2 projets de loi portant sur le code pénal et le code de procédure pénale. En attente de promulgation, ces 2 nouveaux codes qui renferment plusieurs innovations jettent les bases d'un renforcement de l'arsenal juridique du pays. Retrouvez votre hebdomadaire sur www.journaldumali.com. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir.